Combats syndicaux pour l'autogestion. Voici plusieurs articles publiés sur le site de la Coordination des travailleurs de l'enseignement de 2009 à 2011. Manifeste du 1er mai 2009. La Coordination des travailleurs de l'enseignement est une organisation syndicale révolutionnaire qui mène en priorité 3 combats. Elle lutte au premier chef contre le système capitaliste d'exploitation, de domination et d'aliénation des travailleurs, dont l'école est un instrument, et se bat pour promouvoir une société égalitaire et libre. Elle lutte, plus précisément, pour la suppression des hiérarchies entre les travailleurs du secteur de l'enseignement et affirme l'identité du combat des différentes catégories actuelles du personnel. Cette lutte rend nécessaire le refus du corporatisme, la solidarité entre tous les niveaux d'enseignement et une solidarité agissante avec l'ensemble des travailleurs. Elle lutte enfin contre le financement des réseaux d'enseignement privés par les pouvoirs publics. La coordination des travailleurs de l'enseignement est organisée sur base de 2 principes. Son autonomie par rapport à tous les pouvoirs, économiques, politiques, confessionnels. Par conséquent, elle refuse la cogestion dans les établissements d'enseignement. Ensuite, son refus, en son sein, de toute forme de professionnalisation et de bureaucratisation. Cet article a été publié le 12 octobre 2009. Classe contre classe dans l'enseignement supérieur. Qui oserait dire que l'école échappe au rapport de production du monde contemporain? La Haute École Paul-Henri Spaak, implantée à Bruxelles et à Nivelles, est, à cet égard, un exemple parmi beaucoup d'autres. Des directeurs dont le coût brut pour chacun s'élève à 80 000 € par an à charge de la communauté française, alors qu'une secrétaire ne coûte que 36 000 €. Des directeurs qui s'octroient des parachutes dorés pour la période qui suit la fin de leur mandat. Des directeurs qui, en aucun cas, ne rateraient une réunion syndicale socialiste pour occuper et contrôler tout l'espace décisionnel ou par carriérisme, mais qui se garderaient bien d'y dévoiler aucune des décisions prises en haut lieu. Un délégué syndical trop remuant, victime d'une mesure de discrimination à l'emploi. Un personnel administratif et ouvrier qui n'a pas le droit de participer aux élections de la direction. Des promotions en nombre pour les anciens enseignants, chefs de travaux pour qu'ils se taisent, alors que, par mesure d'économie, on dégrade les nouveaux collègues, professeurs invités, parce qu'on sait qu'ils se tairont et qu'on suppute que les autres ne bougeront pas. Un établissement où les étudiants qui appartiennent majoritairement aux couches populaires versent annuellement un forfait de 50 € pour leurs cours polycopiés et se demandent si l'argent non utilisé servira à combler le déficit d'une haute école mal gérée. Tout simplement, un microcosme symptomatique d'une société de classe. Par conséquent, comme partout, les travailleurs de l'enseignement doivent montrer une ferme détermination dans leur combat contre toutes les formes quotidiennes d'exploitation, de domination, de bureaucratisation et pour la suppression des hiérarchies de fonctions et de salaires. Autrement dit, ces mêmes travailleurs doivent se battre pour une réelle égalité de tous, ouvriers, administratifs et professeurs, qui passera par l'autogestion. Comme dans n'importe quelle entreprise du monde capitaliste, c'est bien de lutte de classe dont il s'agit de faire apparaître la nécessité à ceux qui en sont les victimes, mais aussi les acteurs. Lutter, lutter encore et toujours contre l'injustice. Cet article a paru le 31 octobre 2010.
quand on confond le symptôme et la maladie. 28 novembre 2010. Après plusieurs arrêts de travail du personnel, le collège de direction de la Haute École SPAC refuse toujours de rendre compte de sa gouvernance pendant les 5 dernières années devant l'Assemblée des travailleurs. Dans une lueur crépusculaire, où les teintes rougeâtres du ciel annoncent la fin d'une époque, mais aussi la révolution à venir, l'air devient électrique et la tension monte. La direction n'a pas voulu assumer la responsabilité d'un accident corporel provoqué par des travaux dans l'établissement. Un délégué syndical a été menacé de la saisie de ses biens par un huissier. Le personnel attend dans l'angoisse la suppression des doubles emplois lorsque la fusion avec la Haute École de Bruxelles sera achevée. Parallèlement, au lieu de bétonner immédiatement l'emploi, le conseil d'administration attend, quant à lui, on ne sait pour quelle raison, de proposer plusieurs de ses agents à la nomination. Pourquoi jouer avec les nerfs des travailleurs? On sait que les tensions entre ceux qui se trompent d'ennemis ont toujours eu pour conséquence, sinon comme fin, d'éviter la lutte des classes. Des élections au poste de directeur et de président vont être organisées en mai prochain, quelques mois avant la fusion. Pour pérenniser ces postes une fois la fusion réalisée, il y a peu de chances que la même opération soit permise pour les petits. Comme par hasard, c'est moins d'1 an avant la fusion annoncée que l'on demande aux enseignants de repenser leur grille de cours. Ne les charge-t-on pas de mettre au point leur propre plan social? Les cercles de qualité, organisés entre la direction et les étudiants, ne vont-ils pas permettre, par la bande, de contrôler les travailleurs et installer un climat de stress et de délation? Les avis pédagogiques rédigés voici plus de 6 mois par les étudiants n'ont toujours pas été remis aux professeurs. N'autorisent-ils pas, eux aussi, la direction à surveiller la pratique de ses employés en détournant ces mêmes avis de leur mission première? Pourquoi la Haute École a-t-elle signé des accords de partenariat pour les stages des étudiants avec des écoles dont le projet pédagogique est défini par le haut clergé? Des commissions d'entretien destinées à l'embauche sont biaisées dès le départ, car des candidats brillants expérimentés, qui pourraient porter de l'ombre à leurs collègues potentiels, sont impitoyablement éliminés. Ce sont trop souvent des candidats ternes, formatables, couleur de muraille, qui sont retenus. Ceux que l'on appelle, à juste titre, les partenaires sociaux, et pourquoi pas sexuels, portent une lourde responsabilité dans la dégradation d'emploi. On n'évoquera pas ici, bien sûr, les syndicats qui défendent la concorde des classes. Confédération générale des syndicats libres de Belgique et Confédération des syndicats chrétiens. Mais il y a lieu de syndiquer des règlements de compte entre les différentes factions du syndicat majoritaire, Centrale générale des services publics, qui s'intéresse si peu au sort des travailleurs. Ce même syndicat qui participe à la farce du pouvoir, en désignant pour la 3e fois en moins de 6 mois ses représentants au conseil d'administration, au lieu de s'opposer fermement à la cogestion, qui vise à rendre caduque toute forme de lutte de classe. Il renonce ainsi à son rôle de contrôle ouvrier, qui est sa mission première. Quand je vois nos étudiants insouciants dans les couloirs de mon département, je ne puis m'empêcher de penser aux cuisines de Versailles ou à l'orchestre du Titanic avant la catastrophe. Devons-nous pour autant être brûlés par le soleil noir de la désespérance? Depuis 3 ans, les conflits se multiplient entre les professeurs, entre les secrétaires, entre les ouvriers, entre les techniciens et entre ou avec les directeurs. Une école malade? Ou Chicago dans les années 20? Pour comprendre la situation présente, il serait trop simple d'en imputer uniquement la responsabilité à des caractères forts ou à un nouveau mode de gestion de la direction. D'un point de vue systémique, il faut d'abord en chercher les causes dans le passé refoulé, et parfois fascisant, d'institutions qui, un jour de 1996, ont fusionné une première fois.
Mais surtout, ces conflits sont autant de symptômes d'un système rongé depuis des lustres par un cancer pernicieux. Car l'école amplifie le mal qui sourd dans nos veines. Le Moloch capitaliste à la sauce bolognaise qui pousse à la compétition, c'est-à-dire à la guerre de tous contre tous, a faim de concentration absurde d'hommes qui doivent travailler de manière toujours plus rationnelle, donc plus inhumaine, ce sont les fameuses économies d'échelle, et qui finissent, au nom de la rentabilité, par se suicider en nombre dans certaines entreprises. Si nous luttons aujourd'hui contre le pouvoir, c'est pour travailler demain autrement, sans domination, sans exploitation, sans aliénation. Le Léviathan est un modèle barbare. Il broie tout. Le calme avant la tempête. Demain, lorsqu'il sera formé, le gouvernement belge prendra des mesures drastiques en matière de finances publiques, de pensions, de salaires. Lorsque la nouvelle constitution du pays, redéfinissant les compétences et les ressources des entités fédérées sera votée, la communauté française licenciera massivement. On le sait. Voyez par ailleurs ce qui se passe chez nos voisins. L'injustice sera alors patente. Souvenons-nous des aides accordées aux banques et des cadeaux donnés aux entreprises. Les travailleurs descendront dans la rue. Massivement? Oui, s'ils aspirent à la dignité d'homme. Malheur alors aux corrompus, aux opportunistes, aux puissants, aux prédateurs. Sinon la chape de plomb retombera, et le fascisme ordinaire, avec ses chefs arrogants et ses petits chefs minables, continuera à polluer l'atmosphère. Levons-nous, compagnons et camarades. Il n'est jamais trop tard pour prendre en main son destin en s'appropriant son dit travail et en gérant soi-même son école. N'espérons rien d'en haut et agissons contre le système ici et maintenant. De durs combats nous attendent dans la prochaine décennie. Prêts à la bataille ? L'article qui suit a été publié le 15 janvier 2011. Farce et attrape. Les pièges de l'idéologie dominante et de la collaboration de classe. La grande bourgeoisie, par l'intermédiaire des organes étatiques à sa solde, profite des crises du capitalisme pour domestiquer l'animal humain à qui l'on rappelle tous les jours que ses intérêts coïncident avec ceux de la grande finance mondiale. Faisant feu de tout bois pour drainer des capitaux, sa propagande fait appel, depuis des lustres, à un petit actionnariat que l'on convainc de se prémunir contre une possible disparition du système de pension par répartition. L'instinct de survie de l'espèce et la longévité présente de l'homme ont de cette manière donné un coup de fouet au capitalisme. Les classes dites moyennes, en fait la petite bourgeoisie, souscrivent donc des assurances vie et placent leur épargne dans des fonds d'investissement, alors que, dans les assemblées générales de société, elles n'ont aucun moyen de décider l'usage de ces placements. Mais le souhaitent-elles vraiment? Si oui, il ne faut pas s'illusionner sur la nature de leur révolte. Le gros des troupes de ces petits actionnaires constitue la litière des partis de la droite extrême ou non. En Belgique, le Parti populaire, la NVA, le MR, etc. Nettoyer les écuries d'Augias et rendre le capitalisme plus performant, telle est l'opportunité à saisir en période de crise économique. On a octroyé à la Grèce et à l'Irlande de colossaux montants pour résorber leur endettement et éviter l'effondrement par ricochet de la zone euro.
alors que l'on prête à un taux de 3,3% à la France et de 3% à l'Allemagne, étant donné le risque encouru, l'Irlande se voit imposer un taux de 9,5% et la Grèce de 11%. Les sacrifices demandés aux populations ne serviront en fait qu'à payer l'augmentation du loyer de l'argent et, en aucun cas, à rembourser la dette de leur État. Outre les aides publiques qu'elles ont reçues rapidement dans le dernier trimestre de 2008, les banques bénéficient donc d'une nouvelle rente garantie par les institutions européennes et internationales. Le 10 septembre 2010, nouveau scandale. Grâce à des avocats d'affaires très honorés, la Cour d'appel de Bruxelles, dans l'affaire Cabellux, a déchargé le banquier et ses clients des accusations de fraude massive au motif d'irrecevabilité des preuves avancées. Au XVIIe siècle déjà, La Fontaine dénonçait la justice de classe. Au Royaume-Uni, le gouvernement libéral-conservateur veut réduire d'un demi-million le nombre de fonctionnaires et tripler d'ici 2012 les droits d'inscription à l'université. Voilà comment la bourgeoisie procède au resserrement de ses rangs. Quant à l'Espagne, fin 2010, elle a renoué avec le franquisme en rendant compétents les tribunaux militaires pour juger les aiguilleurs du ciel qui faisaient la grève. Les prédateurs de tout poil n'ont rien à craindre en période de crise économique. L'ordre social, confondu avec l'ordre public, n'est pas menacé. Au contraire, on le renforce. Tant que les travailleurs du monde entier n'auront pas compris les liens objectifs qui les unissent, tant qu'une véritable conscience de classe ne se sera pas fait jour, l'exploitation et la domination continueront. Mais il y a plus. Plus de 2 siècles après Étienne de la Boétie, Emmanuel Kant rappelait encore qu'il fallait batailler contre ce fléau universel, la servitude volontaire. On est soi-même responsable de cet état de tutelle quand la cause tient non pas à une insuffisance de l'entendement, mais à une insuffisance de la résolution et du courage de s'en servir sans la conduite d'un autre. Il est si commode d'être sous tutelle. Fin de citation. Qu'en est-il aujourd'hui? Il s'agit de batailler encore et toujours, et d'abord contre l'apathie distillée par les médias aux mains des puissants. Silvio Berlusconi et consorts. Je l'ai déjà écrit ailleurs. Tout change apparemment très vite pour que rien ne change. Ce paradoxe tient au fonctionnement des sociétés qui visent à l'homéostase, résultant de ce besoin de permanence, d'immobilisme qui désactive les tensions sociales. Pour donner le change, justement, l'idéologie dominante entretient la légende de l'accélération de l'histoire et de la mondialisation récente qui ne sont que des leurres, des joujoux destinés à nous injecter, à dose constante, la vision du monde des dominants. Si indéniablement les réseaux se sont multipliés, donnant une illusion de complexification de l'organisation sociale, Claude Lévi-Strauss, entre autres, a montré que les sociétés dites primitives, si elles sont codifiées, n'en sont pas moins très complexes, il n'y a pas eu, lors du changement d'échelle de ces dernières décennies, de métamorphose qualitative dans la société, car les mutations réelles mais non essentielles du système capitaliste n'ont pas transformé sa nature prédatrice, ni induit une modification structurelle des rapports de production. Derrière le relookage, les hiérarchies sont plus présentes que jamais. Le premier problème de l'État est d'assurer l'ordre et la productivité dans ses entreprises. Dès le plus jeune âge, l'école enseigne nécessairement la paix sociale et le civisme, c'est-à-dire d'abord le respect de la propriété des biens et des personnes. Les professeurs sont tenus à la neutralité. La fonction idéologique de cette dernière est évidente. Mais il y a embarras pour certaines autorités politiques quand l'Église ne remplit plus sa mission de temporisation et de gardienne des bonnes mœurs. En 1996, une ministre socialiste
n'a pas hésité à supprimer 3000 postes dans l'enseignement, alors que les prêtres pédophiles, qui bénéficiaient, comme de véritables fonctionnaires, de subventions de traitement, les cultes dépendent du ministère de la Justice, n'ont, jusqu'à présent, pas dû rendre leur prébende. L'État organise le dressage des individus à l'école et le contrôle permanent de la force de travail par un système d'experts et de bureaucrates, agences privées d'évaluation de la qualité. Classiquement, les chefs mobilisent leur personnel contre de faux ennemis. Les autres établissements scolaires, qui recrutent mieux, apparaissent dès lors comme des ennemis naturels, surtout lorsque des fusions menacent l'emploi. Ils se substituent ainsi à l'ennemi de classe, présenté comme un ami. La direction fait part de ses préoccupations sociales, voire de sa connivence réelle avec les syndicats. Traditionnellement, la classe dirigeante fonde son pouvoir sur les divisions qui séparent les travailleurs. Dans une haute école, on peut ainsi bloquer les salaires d'une catégorie de travailleurs, les professeurs invités, réduire le temps de travail d'une autre, les doctorants terminant leur thèse, voire combiner ce dernier cas de figure avec une augmentation de traitement, les chefs de travaux. Lorsque les divisions anciennes faiblissent, les représentants de la classe dominante cherchent à rendre fou pour garder le pouvoir. Précisément, transformer les contradictions entre les travailleurs en conflits antagoniques afin de faire oublier la lutte existentielle et pluriséculaire entre la poignée au pouvoir et les sujets en révolte. Pourquoi le président d'une haute école exige-t-il de vérifier le journal de classe de certains de ses professeurs et pas d'autres? Pourquoi les rapports disciplinaires sont-ils rédigés par le même président pour certains et pas pour d'autres qui commettent pourtant des faits graves? La loi du plus fort? Serait-ce le statut de certains qui les protège? Leur couleur politique, voire philosophique? L'établissement, par la voix de ses autorités, peut-il avaliser un faux produit par deux de ses agents et ne pas encourir de peine sur le plan judiciaire? Au XIXe siècle, les patrons, devant les tribunaux, étaient crus sur parole, alors que les ouvriers devaient faire la preuve de leurs accusations. Là encore, et très évidemment, il s'agissait d'une justice de classe. Ou tu te tais, ou tu chantes en solo, ou tu t'écrases, ou on t'écrase. En tout cas, les menaces répétées de blâme et de convocation devant la direction nous renvoient, hélas, à des temps que l'on aurait pu espérer évanouis. Depuis la fin du siècle dernier, les directeurs d'une école supérieure du Brabant wallon racontent, pour s'en démarquer, qu'un de leurs prédécesseurs était salazariste. Or celui-là même, dans l'histoire de son école, fait l'apologie de son propre prédécesseur présenté dans un ouvrage récent de Raoul Vaneigem comme un petit fasciste. Quel fil rouge relie les directions de cette école publique dans le dernier tiers du siècle passé et les trois ecclésiastiques qui l'ont successivement dirigée au XIXe siècle? Un secret de famille? Depuis 1945, l'État belge s'est chargé de régler et diriger les mécanismes de collaboration de classe. Jadis, on étouffait le silence du personnel. Maintenant, le management moderne cherche à faire parler les travailleurs dans des groupes ad hoc, catharsis carcérale. Dans cette tâche, il est soutenu par les syndicats. Or, quels sont les piliers du syndicalisme reconnu? Tout d'abord, le réformisme. Quand naissent des sections syndicales dans une entreprise privée ou publique, on les subordonne bureaucratiquement à l'appareil. Car pour maintenir leur position de classe dominante, les patrons ont besoin d'une police syndicale qui participe directement au maintien idéologique, politique et militaire de l'ordre d'en bas. Il y a ensuite et surtout le légalisme, qui permet les accords entre les partenaires sociaux. Car l'appareil de délégation syndicale n'est plus seulement un paravent de la dictature patronale, il en devient de plus en plus fréquemment un avant-poste lorsque les directions syndicales
tente d'organiser la chasse aux travailleurs provocateurs. Face aux comités de lutte extra-syndicaux, comme la coordination des travailleurs de l'enseignement, les élections légales pour les conseils d'administration ou les directions dans les hautes écoles essayent vainement de rétablir l'unité d'un monde sans unité quand elles ne sont plus que le point d'honneur démocratique d'un système répressif. D'un point de vue tactique, les élections ne sont que l'occasion d'imposer une trêve sociale et de sélectionner un encadrement des défenseurs de l'ordre. En effet, dans le cadre de l'autonomie des hautes écoles, les conseils d'administration sont manifestement l'alibi derrière lequel s'exerce la dictature patronale, plus masquée mais non moins absolue qu'à l'époque de la centralisation jacobine antérieure à 1996, et les délégations syndicales, en participant à ce théâtre parlementaire, ont poursuivi leur mutation séculaire, apprenant à parler deux langages, celui de l'accord avec les représentants patronaux et, avec les travailleurs, celui d'une guerre dont il ne reste que les mots. Simultanément pour le pouvoir, on oserait dire de concert, il s'est agi d'exaspérer les contradictions au sein du monde du travail, de cultiver la cécité et l'égoïsme afin de dissoudre les masses en les isolant dans l'isoloir des majorités silencieuses et de casser toute prise de conscience de classe. Face à une classe dominante qui s'appuie essentiellement sur la force et la tromperie, se dresse une démocratie non représentative et anti-hiérarchique, directe et irrespectueuse. Le 50e anniversaire de la grande grève de l'hiver de 1960-61 nous rappelle, avec la grande figure d'André Renard, le caractère inopérant du juridisme syndical. En Chine, ce sont les jeunes qui, l'an dernier, se sont mobilisés contre la Foxconn, une entreprise sur le site de laquelle travaillent 300 000 employés ouvriers. Les 3/4 d'entre eux ont moins de 30 ans. Face aux cadences infernales et aux pressions du patronat, le nombre de suicides atteignait, comme chez France Télécom, des sommets alarmants. Les vieux, habitués à la servitude volontaire, n'ont pas osé bouger, mais les jeunes ont obtenu une augmentation de 20% de leur salaire. Parallèlement, la direction a placé cyniquement, autour des bâtiments et à hauteur des premiers étages, des filets pour éviter que les nombreuses défenestrations n'ensanglantent le sol. Ces filets nous instruisent davantage sur l'instinct prédateur du patronat que sur son souci de protéger une main-d'œuvre abondante. Il est donc temps de passer à l'action directe, comme la coordination des travailleurs de l'enseignement l'a préconisé, entre autres, à la Haute École SPAC, en organisant, dans un premier temps, des arrêts de travail pour manifester l'indignation des enseignants face aux erreurs de gestion de la direction qui ont conduit aux régressions sociales que l'on connaît. Cette lutte doit mener les travailleurs à prendre collectivement le pouvoir pour gérer eux-mêmes le rétablissement et à pendre les aristocrates à la lanterne. Un questionnaire destiné à évaluer la qualité de la hiérarchie, des catégories au ministère, en passant par le siège social de Bruxelles, n'attend qu'à être établi, distribué, rempli et analysé. Rappelons qu'en 2011, le personnel administratif et ouvrier, véritable tiers-état des temps modernes, ne pourra participer au choix de la nouvelle direction. Vous avez dit démocratie ? Ce n'en sont que des miettes que l'on jette aux pigeons. Boycottons ces élections. Dans le quartier du Congrès à Bruxelles, à quelques dizaines de mètres de distance, sont situés le Parlement de la Communauté française, le bâtiment de la Centrale générale des services publics et le siège social de la Haute École SPAC. La géographie urbaine n'est-elle pas porteuse de sens et ne faudrait-il pas étendre le domaine de la lutte et réduire d'autant le périmètre de l'îlot sacré? Lors des prochaines manifestations, qui sera encerclé? Les agents et les relais de la classe dominante ou les travailleurs dans leur établissement? Rendra-t-on assez hommage aux petites gens qui,
aux côtés de la bourgeoisie des Lumières, ont préparé la Révolution française. Au milieu du XVIIIe siècle, le seigneur de Sprimont, dans l'actuelle province de Liège, faisait assassiner un notaire parce qu'il défendait les gens de son village contre l'exploitation et l'injustice du maître des lieux. 40 ans plus tard, c'était la nuit du 4 août 1789 et les droits seigneuriaux étaient abolis en France. Si cet homme n'avait pas eu de fils, l'auteur de ces lignes n'écrirait pas aujourd'hui. Il s'appelait Mathieu Dufay. En matière de bonne conscience, les gentils parleront d'atavisme petit bourgeois, les méchants, plus sévèrement et comme Émile Zola, d'hérédité dégénérescence et, qui sait, de frustration. À chacun de juger, ni Dieu ni maître, j'ai dit compagnon. L'article suivant a été publié le 2 mars 2011. Licenciement à la Haute École SPAC, ils ont osé. Fausse naïveté, prétexte fallacieux, manipulation des foules. Quand le pouvoir n'utilise pas la répression, il joue de la séduction, use et abuse de la ruse. Expédient vieux comme le monde, surtout à la veille d'élections. Situation emblématique que le licenciement de travailleurs dans un établissement public d'enseignement. Sans état d'âme, le collège de direction de la Haute École SPAC sacrifie sur l'autel de la vertu Nicole, entretien, Vincent, tâches administratives, Christian, informatique, et Benoît, coaching des étudiants sportifs. Saisonnier ou mouchoir en papier que l'on jette après usage. L'ancienneté de service n'a même pas été respectée. En pleine crise économique, provoquée par la grande bourgeoisie, quelle chance ont-ils de retrouver rapidement un emploi? Aucune. L'effroi suivi de l'incompréhension et de la désespérance. Catastrophes personnelles et familiales les attendent. Drames financiers, sociaux et psychiques. Celles et ceux d'entre nous qui ont connu le chômage savent le traumatisme de cette descente aux enfers. Sans nul doute, les conditions quotidiennes de vie à l'école se dégraderont pour nos autres collègues qui subiront, suite à leur départ, une surcharge de travail. Quelle inconséquence, dans le cadre d'une enveloppe fermée, dont le montant est fixé par le ministère, que d'avoir promu chef de travaux une 50aine de maîtres assistants. Comment, dans une telle conjoncture, les directeurs de catégorie ont-ils osé s'octroyer des parachutes dorés en fin de mandat? Agissaient-ils pour le bien commun? Non, bien sûr, pour leur propre compte. Et l'intérêt général dans tout cela, dont ils se vantent sans cesse d'être les garants. Quelle indécence! Quelle honte! Jusqu'à présent, on pensait que seuls les prédateurs patentés, à savoir les patrons des grosses entreprises privées, s'autorisaient de telles pratiques. Eh bien non. Nous nous sommes trompés. On nous a trompés. On nous insulte. Universelles équations, pouvoir et argent, dépendance et misère. Popolo grasso, popolo povero. D'un côté des nantis qui cherchent à renforcer leur position financière et institutionnelle avant une fusion programmée, de l'autre des prolétaires jetés à la rue, les yeux rouges de pleurs et de rage. À l'arrogance des uns répond dès aujourd'hui la haine des autres. Pour celles et ceux qui restent, c'est la peur au ventre, en attendant la prochaine vague de licenciements déjà annoncée. Encore oui, camarades. Le contrat social est rompu, et la mobilisation des travailleurs s'impose. L'introduction de privilèges et l'exclusion traduisent le délitement de l'esprit des lois, célébré au début d'une ère qui se proclamait nouvelle.
Elles dissolvent le pacte familial sur lequel se fonde le discours paternaliste de la direction. Ne lui conseillerait-on pas de lire Totem et Tabou? Naguère deux philosophes allemands usèrent d'une expression tombée aujourd'hui en désuétude et pourtant tellement juste pour qualifier les rapports entre groupes sociaux dont les intérêts sont opposés. La lutte des classes. Ce sont les conditions objectives de notre existence et notre place dans le processus de production qui déterminent notre conscience morale. En 1983, Annie Ernaux écrivait dans son roman La Place « J'ai glissé dans cette moitié du monde pour laquelle l'autre n'est qu'un décor. » Pour nous donner bonne conscience, ne nous contentons pas, dans la meilleure des hypothèses, d'explications savantes qui menacent l'ordre des mots plutôt que celui des choses. Ne collons pas au système. Nous, les intellectuels nommés qui, 100 ans ou presque après la suppression du suffrage supplémentaire réservé aux capacitaires, bénéficient seuls du droit de vote aux élections du 24 mars, hurlons notre colère et affirmons avec éclat, par des actions concrètes, notre solidarité avec les prolétaires licenciés, sans grade souvent anonymes, parfois prénommés, rarement nommés. Le glas sonne. Mais voici que le cortège funèbre se mue en une foule armée de piques et de rires sardoniques. Et voilà les drapeaux rouges et noirs qui flottent dans le vent. Un bataillon de travailleurs est en ordre de marche. C'est pour toutes les existences en même temps que l'esclave se dresse, lorsqu'il juge que, par tel ordre, quelque chose en lui est nié qui ne lui appartient pas seulement. Avec nos malheureux camarades, devenons sujets de l'événement. Comme nos sœurs et nos frères du sud de la Méditerranée nous y invitent tous les jours d'une manière exemplaire. À l'instar des jeunes Grecs en décembre 2008, crions « Antarsia ». Révoltons-nous contre l'injustice. Et ne donnons pas raison, une fois encore, à Étienne de la Boétie qui, au XVIe siècle, écrivait que c'est le peuple qui volontairement s'asservit et consent à son mal. Comme le clame l'hymne des travailleurs, méfions-nous des sauveurs suprêmes et sauvons-nous nous-mêmes. Lors des prochaines élections, licencions définitivement le collège de direction avant qu'il ne nous donne notre congé pour l'éternité. 80 602 € ou un C4. Réfléchissons un instant à nos actes. Son avenir est entre nos mains. Ni Dieu ni maître. Pour l'autogestion, j'ai 10 compagnons. L'article suivant date du 12 mars 2011. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Quelles sont les motivations avancées par le collège de direction de la Haute École SPAC de Bruxelles pour justifier la promotion de ses membres aux fonctions de chef de travaux au début de leur éventuel second mandat? Premièrement, je cite, « La charge de travail, le nombre d'heures de prestation et les responsabilités. » Deuxièmement, l'investissement d'un directeur de catégorie vis-à-vis de la haute école ne s'arrête pas seulement à son mandat, il a souvent existé avant son élection, et on peut raisonnablement présumer qu'il continuera à s'investir pour sa haute école après la fin de son mandat. Troisièmement, ce que perçoit un directeur de catégorie consiste en une allocation ajoutée au traitement de base. Cette allocation lui est d'ailleurs retirée en cas de maladie de plus de 9 jours ouvrables. Quatrièmement, il est de plus en plus difficile de trouver des candidats à une fonction de direction, quelle que soit la haute école, au vu des conditions de travail et des conditions financières. Pour motiver les candidatures à ce genre de fonction, il convient de fixer des perspectives de carrière. Cinquièmement, dans le cas où un membre du personnel enseignant, occupant une fonction de rang 1,
est élu à une fonction de direction et y donne satisfaction, il serait bon de le promouvoir à une fonction de rang 2, plus en relation avec le traitement qu'il perçoit, afin de lui permettre d'acquérir de façon durable les avantages statutaires liés à cette fonction. Sans commentaire. Souvenons-nous, peu de temps après l'élection présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy faisait voter par une majorité à ses bottes le redoublement de son traitement sur la base d'un argumentaire inutile. En lisant les attendus du collège de direction, on croirait entendre un lointain écho de la justification de la trifonctionnalité par Adalbéron de Laon en XIe siècle. Cette idéologie qui a permis de légitimer les sociétés d'ordre jusqu'à la Révolution française. Assez de violence de fait, réelle ou symbolique, contre les travailleurs. N'ayant aucun espoir d'une quelconque augmentation barémique, ils n'ont plus qu'à lever le pied. Que des puissants s'octroient des privilèges, quoi de plus habituel. En revanche, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'aux côtés du collège de direction au grand complet, figuraient, lors du conseil d'administration du 29 octobre 2010, 4 syndicalistes. Sur les 13 membres présents, on compta 2 abstentions contre 11 votes positifs. Aucun refus donc. Peut-on encore parler, dans un tel contexte, d'organisation représentative des travailleurs dignes de ce nom? En haut lieu, on nous affirme que si l'on ne licencie pas nos camarades, la haute école sera mise sous tutelle. Il faudrait donc être raisonnable et voter dans le bon sens au conseil d'administration de mars 2011 pour éviter la perte de notre autonomie. Ce raisonnement pervers ne relève-t-il pas du chantage? Parallèlement, un directeur nous annonce qu'en toute hypothèse, au lendemain des élections, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ne choisira pas, parmi les nominés, celui des papabili qui refuserait les fusions avec d'autres établissements, même s'il recueille le plus grand nombre de suffrages. Dans ces conditions, pourquoi encore participer à la farce électorale si les jeux sont déjà faits? Les tauliers nous prendraient-ils pour des naïfs? D'ailleurs, ne l'oublions quand même pas, le ministre lui-même n'a pas été choisi par le Parlement, mais a bien été désigné par le président de son parti. Quelle imposture qu'une telle démocratie! Face au progrès constant de la démocrature, les travailleurs n'ont pas d'autre alternative que de boycotter le scrutin et de prendre en main leur destin. Liberté et égalité. Ni Dieu ni maître pour l'autogestion. J'ai dit compagnons. L'article suivant a été publié le 12 juin 2011. Les indignés de la place Flagey. Un verre dans un fruit trop mûr. Samedi 11 juin 2011. 15h45. Un cortège s'ébranle de la place Marie-Janson à Saint-Gilles, commune de l'agglomération bruxelloise, pour rejoindre une autre place de la capitale. On y trouve peut-être 200 manifestants qui partent récupérer un espace de parole d'où, la veille, certains d'entre eux ont été expulsés par ordre du bourgmestre d'Ixelles. Ce cortège se veut pacifiste et est effectivement pacifique. Un slogan domine. Solidarité avec les peuples du monde entier. Il s'agit d'une excroissance du mouvement des indignados espagnols qui, des semaines durant, ont occupé des dizaines de places dans la péninsule ibérique. Que veulent-ils? Comme leurs sœurs et leurs frères hispaniques, rien de moins qu'une refondation du contrat social,
rompu à leurs yeux par les gouvernants. Ce contrat pour bâtir une société nouvelle doit être pensé et discuté sans médiation par les citoyens dans le cadre d'assemblées populaires. Democracia real ya. La démocratie réelle tout de suite. Chacun est invité à s'exprimer librement dans la tolérance, le respect et l'écoute de l'autre. Tout le monde devrait se réjouir de cette bouffée d'air frais dans nos sociétés, caractérisée par le matraquage médiatique quotidien, le formatage des esprits, la chape de plomb de l'idéologie dominante. Mais ce mouvement populaire, où la jeunesse joue un rôle déterminant, ne plaît pas aux rentiers du système politique. À la limite de la commune d'Ixelles, mais ce mot a-t-il encore un sens, le cortège est arrêté par une quinzaine de policiers fédéraux. Après 15 minutes de face-à-face, c'est, encadré par les forces de l'ordre, que les manifestants pourront descendre la rue Lesbroussards et réoccuper leur lieu d'expression, un petit carré de la place Flaget. Là, dans une atmosphère oppressante, encerclée par la troupe resserrant progressivement son étreinte, l'Assemblée populaire commence ses débats. Un décor de film d'animation pour enfants de 5 ans s'installe où s'opposent des bons et des méchants. 3 policiers tenant leurs chiens en laisse interdisent l'entrée ou la sortie de l'espace démocratique, déterminant ainsi un périmètre de sécurité. Pour qui? Pourquoi? Des sympathisants qui tendent leurs mains aux indignés, confinés, sont chargés par des policiers casqués et armés de boucliers et de matraques. Où sommes-nous? À Athènes ou à Damas? Non. Dans la capitale de ce havre de démocratie et de prospérité qu'est l'Europe, dans cette ville de Bruxelles où, soi-disant, il fait si bon vivre, dans une commune dirigée par un socialiste qui a publié, voici peu, ses souvenirs sur mai 68. Au lendemain de la chute du mur de Berlin, une blague circulait à l'Est. La dictature, c'est ferme ta gueule. La démocratie, c'est cause toujours. Le pouvoir serait-il si fragile qu'un tel déploiement de force soit jugé nécessaire pour intimider des jeunes qui sont l'espoir d'un monde meilleur, d'une humanité fraternelle, et qui crient leur désenchantement devant l'incurie de leurs aînés? Finalement, encadrés à nouveau par une quarantaine de policiers, 10 fourgons et sous la menace d'une autopompe, les manifestants sont reconduits à la frontière de la commune. On comprend, dès lors, ce que signifie physiquement canaliser. C'est un véritable transit intestinal, un couloir fécal qui est mis en place par les forces de l'ordre pour épurer le corps social ixellois, avec, peut-être, l'espoir secret de rejeter le corps étranger dans le canal de Molenbeek, ces douves de Bruxelles. Il est 19 heures, l'ordre règne. Dormez, bonnes gens. Quel bilan peut-on tirer de cette folle journée? Tout d'abord, sur le plan financier, le constat d'une insupportable débauche de moyens engagés pour le maintien de l'ordre en période de crise économique. Ensuite, le paradoxe d'une publicité faite par le pouvoir municipal au bénéfice de la manifestation. De nombreux passants, auxquels des tracts étaient distribués, s'y sont intéressés parce qu'elle était présentée comme dangereuse. Nous sommes à l'heure de la télé-réalité, ce qu'à l'évidence elle n'était pas. Enfin et surtout, par effet boomerang, la légitimation des revendications des indignés qui se trouvent plus que jamais confortées dans leur analyse d'un pouvoir crispé et répressif et d'une société malade qui a besoin d'un traitement de choc véritablement démocratique pour se réveiller de sa torpeur. Le monde est plongé dans les ténèbres. Même dans les ténèbres, dit-on, la lumière brille. Trop souvent, celle de l'enfer du lendemain.
J'ai dit compagnon.